C'est certainement l'un des plus grands dessinateurs, illustrateurs de son temps, Albert Dubout, les 100 ans de la naissance de ce génie du dessin, de la plume. Une grande exposition aura lieu l'année prochaine à la Bibliothèque nationale François Mitterrand à Paris. D'ores et déjà, une grande exposition au musée de l'érotisme à Paris, à 2 pas du Moulin Rouge. Et le fils d'Albert Dubout qui est avec nous, Jean Dubout. Merci infiniment d'être ici, parce que si on célèbre aujourd'hui Albert Dubout, évidemment on va voir ce visage comme ça de cet homme né donc il y a 100 ans dans cette région du Languedoc sur les bords de la Méditerranée, et qui va amener sa plume, qui va amener ses dessins dans toutes les grandes revues et qui va créer un monde, un univers. Évidemment, il y a la grosse dame, le petit monsieur et bien d'autres choses. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, votre père fait partie de la mémoire de tous. Bien sûr, c'est toujours vivant, il est toujours vivant, mais il y a beaucoup à faire encore pour la nouvelle génération, parce que c'est un petit peu tombé dans l'oubli. Donc, il y a le musée à l'heure actuelle à Palavas, ouais, qui remémore un petit peu sa notoriété. Ouais. Et donc, tous les ans, pour parler du musée, par exemple, tous les ans, on trouve un nouveau thème. Et donc, on prête des dessins chaque année. Ouais. On voit quelques-uns de ces dessins. Voici la grosse dame, donc, avec le monsieur. Ça, c'est l'affiche, hein, parce que voilà, il y a la grande exposition donc, de ces 100 ans, donc, musée Albert Dubout, un musée entier consacré donc, au génie de Albert Dubout. C'est formidable. Il y a évidemment le Dubout illustrateur, humoriste, le Dubout des affiches de Marcel Pagnol, très connu, le Dubout qui va illustrer les œuvres du Marquis de Sade, qui va illustrer de nombreux ouvrages. Comment était votre père? C'était un homme qui a découvert très tôt, comme ça, la passion pour le dessin. Oui, il me disait toujours que c'était son grand-père maternel qui lui a appris surtout les couleurs déjà, parce qu'à l'âge de 5 ans, 6 ans, il faisait lever pour voir les levées du soleil. Et il disait, c'est mieux que les couchers de soleil, parce que les couchers de soleil, il y a de la brume, les levées de soleil, il n'y a pas de brume. Et là, il a tout appris au point de vue coloris. Ouais. C'est là où il a commencé. Mais je pense que le grand-père avait vu que mon père était déjà un petit peu porté sur le dessin. Ouais. Hein, il avait... On va voir donc toutes les inventions de son époque, de rien ne va lui échapper, le train par exemple. Alors il y a cette idée toujours des foules comme ça, et puis évidemment les premiers congés payés qu'il va décrire pour le moment avant la guerre, et puis après, c'est-à-dire que le monde populaire le fascine, il découvre à travers les autres, à travers l'observation du quotidien. Oui, il avait 2 objectifs, dans les yeux, il disait j'étais photographe avant toi. Il observait, il parlait pas beaucoup, mais il observait, et puis il savait après restituer dans les dessins. Lorsqu'il voyait des sujets qui l'intéressaient, le lendemain, c'était tout de suite sur papier. Hein. Ouais, on voit le visage comme ça, parce qu'il a fait évidemment aussi des peintures, des œuvres importantes, notamment portées sur les femmes, mais aussi les thèmes comme la corrida. Ça, c'était sa passion. Oui. Hein, ça a été une passion, la corrida. Hein. Au moment où il allait au lycée de Nîmes, à l'âge de 7 ans, 8 ans, il allait souvent voir des corridas. Il se mettait le doigt dans le nez, il saignait, et sa mère lui disait « bon, bah reste là ». Puis après, il allait voir la corrida, et c'est là qu'il a eu la passion de la corrida. Ouais. Alors dans la corrida, par exemple, il a traité la corrida de différentes manières, deux façons différentes. La manière humoristique et la manière sérieuse. Ouais. Où le taureau est une véritable personne. En tout cas, on sent que le taureau... Il a souvent inversé les rôles. Hein. Il a souvent inversé les rôles. Ouais. Parce qu'il faut dire qu'au-delà de tout, évidemment, Albert Dubout nous fait rire. Il nous fait rire de nous, il nous fait rire des autres, il nous fait rire avec beaucoup de tendresse toujours, sans méchanceté, beaucoup de poésie. Hein. Ouais. Non, il n'était pas méchant de caractère, mais il avait toujours il trouvait toujours un côté grotesque des choses, quoi.
ça pouvait pas être sérieux. Hein, Ouais. On voit sur ce bateau comme ça une foule, parce qu'il y a aussi cette image très importante que l'on garde toujours d'Albert Dubout, c'est des images de foule. C'est par exemple un dessin, bon, on se rend compte, c'est-à-dire qu'une foule comme ça, chaque personnage a sa propre expression, hein, c'est dans ce village, et il va faire des mois pour faire un dessin comme ça. Oui, plusieurs mois, oui, des dessins comme ça. Moi, j'ai un dessin où il y a 3000 personnages, mais là, vous avez des centaines de personnages. Il prenait plusieurs mois. Hein. Ouais. Et pourtant, il travaillait tous les après-midi, de 14 heures à 19 heures. Ouais. On voit là, bon, ça c'est évidemment illustré donc ça, la presse quotidienne. Ouais. Voici là, ça peut nous inspirer d'ailleurs un référendum récent. Hein, là c'est Louis qui gagne. Hein, oui, là, effectivement. Oui. C'est-à-dire rire. Ils savent pas. Ils auraient pu prendre cette affiche. Je suis sûr qu'ils auraient passé Louis. Hein. Alors au musée donc de l'érotisme à Paris jusqu'à la fin de l'année, une très très belle exposition dans ce charmant musée donc à 2 pas du Moulin Rouge. Et là on y voit des dessins de femmes de petite vertu. Il aimait ce monde aussi comme ça et puis aussi un peu de la sensualité, du sexe, mais toujours avec le côté humoristique. Hein. Oui, mais il a illustré les chansons de salle de garde. En 71, et après il a illustré le Kama Sutra en 73, et puis il a illustré Justine de Sade en 76. Et là, il n'a pas vu son livre illustré parce qu'il est mort avec son dernier dessin était terminé, il est mort. Ouais. C'est-à-dire qu'il trouvait évidemment dans ces scènes-là que l'on voit matière à rire aussi, matière à rendre les choses pas grotesques mais toujours exagérées. C'est une sorte de caricaturiste. Toujours. Ouais. Il n'y avait rien de sérieux avec lui. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas voir une chose. On voit une autre image, c'est par exemple les réverbères. C'est-à-dire que bon, c'était véritablement son propre univers. Vous voyez que quand il est photographié à côté d'un réverbère, ces réverbères, il a été recousu. Hein. Il crée son propre univers autour de lui. Oui. Il n'y avait rien de normal. Hein. C'était tout, toujours. Mais c'était dans ses dessins, c'est toujours des catastrophes. On peut remarquer. Mais dans la vie, il était comme ça aussi. Ah bon? C'est-à-dire que c'était un inquiet et il voyait des catastrophes partout. Hein. C'est pas. C'était facile d'avoir un papa comme Albert Dubout. C'était très difficile. Très difficile de vivre en famille avec, mais bon, mais j'ai ri beaucoup quand même avec lui. Ça, il m'a fait rire énormément. On a pris de ces rigolades, surtout au moment des repas, parce que c'était là où je le voyais le plus, au moment des repas. Et donc, je pense, il disait, tiens, je vais faire tel dessin. Alors, il me disait, tiens, je vais mettre cette légende. Est-ce que tu crois que c'est... Alors, on riait, même j'ai vu mon père rire aux éclats. Et moi aussi, et puis il s'arrêtait plus hein, quand il riait aux éclats, il pleurait de rire. Il partait d'une idée comme ça, parce qu'il voyait déjà son dessin terminé et je le voyais, il pleurait de rire. Ça m'inquiétait parfois parce qu'il s'arrêtait plus. Voilà un dessin par exemple qu'on ne montrera pas évidemment, mais il allait évidemment au bord de la mer parce qu'il vivait donc dans cette Méditerranée qu'il aimait. On imagine le petit train de Palavas qui encore aujourd'hui le rappelle, c'est-à-dire qu'il aimait l'aventure comme ça, l'aventure populaire où l'on part passer le dimanche en famille au bord de l'eau. Hein. Et voilà, justement, à Palavas, il y avait de quoi faire parce que ce qu'il aimait bien, c'était ces camps de... pas le camp de nudistes, il n'y a pas de camp de nudistes, mais les camps de concentration qu'il appelait, c'était les campings. Ouais. Et il appelait ça des camps de concentration. Ouais, c'est pas parce qu'il trouvait c'est là qu'il prenait beaucoup de croquis à Palavas. Il avait un carnet, il notait comme ça des idées. Il n'avait pas de carnet, non, ça aurait été trop bien, c'était trop chic. Non, il avait des petits bouts de papier et puis un petit crayon et puis des annotations, des petites, des tout petits morceaux de papier. Ouais. Alors, ça aurait été trop bien qu'il ait un bon carnet. L'éditeur, souvent les éditeurs lui ont acheté du beau papier, et puis le beau papier, on l'a retrouvé à sa mort, tout le beau papier. Il employait des papiers qui n'étaient pas très... Justement, j'ai été obligé d'en faire restaurer pas mal de dessins parce qu'il ne pouvait pas travailler sur un très beau papier. Ouais. Alors, derrière le rire, la tendresse, la poésie, parfois, bon, il décrivait le monde des fonctionnaires, le monde un petit peu parfois après-guerre. Et puis, alors, évidemment, son trait va changer après-guerre. On a un trait beaucoup plus droit, des personnages beaucoup plus affinés. Hein, c'est-à-dire qu'il traduit le monde tel qu'il est autour de lui. Oui, absolument.
mais par exemple, pour l'illustration, il changeait tout à fait sa formule parce que, je ne sais pas si vous avez vu, il faut observer dans l'illustration, il prenait des plumes spéciales qu'il faisait venir d'Angleterre. Et vous regarderez les têtes de femmes, c'était toujours différent. Il mettait dans son encre de Chine quelque chose qu'il n'a jamais voulu divulguer dans l'encre de Chine pour faire les visages de femmes. Ouais. C'est curieux. Et c'est pour ça qu'ils ont une finesse. Tous les visages de femmes ont une vie. Sinon, il avait un trait régulier, très régulier. Et il m'a enseigné, chose rare, il m'a enseigné de comment trouver un faux du bout. Ouais. Mais ça, je ne peux pas le divulguer, mais beaucoup ont essayé. Il y a des faux qui circulent. Hein. Il y a eu des faux, parce qu'à Drouot, j'en ai fait arrêter 3 qui arrivaient d'Angleterre, et le commissaire-priseur commençait à me dire, mais qu'est-ce que c'est? Et je lui ai dit, écoutez, j'avais 2 façons. Mon père m'a appris comment savoir ça. Et en plus, les 3 qui arrivent d'Angleterre, moi, j'ai les originaux. J'avais les 3 originaux. Alors, eh bien, il a retiré de la vente. On pourrait aussi bien sûr mais parler. Mais c'est très difficile à voir c'est tout le génie. Un faux. Hein, on pourrait parler de Frédéric Dard, parce qu'il a illustré donc, les albums de Frédéric Dard, donc le père de San Antonio. Ils s'aimaient bien tous les deux. Il y a toute une génération aujourd'hui de dessinateurs, les Wolinski, les Cabu, les Plantu, qui se réfèrent à Dubout et à son génie. C'est-à-dire que votre père a influencé le dessin moderne, on pourrait dire, d'une certaine façon. Ah oui, il était moderne. C'est pas des modernes dessins de Dubout à l'heure actuelle. La preuve, c'est que sur le site, on mettra une fois par mois un dessin d'actualité du mois ou de la semaine. Et ça, de nos jours, on en trouve encore il est d'actualité encore. Absolument. Vous voyez d'ailleurs le site qui va donc commencer, et là il va s'afficher www.dubout.fr. C'est extrêmement facile donc de s'en rappeler. Du monde entier où vous nous écoutez, vous allez pouvoir rire en regardant des dessins comme ça avec toutes les rubriques, toute l'animation. Et n'oubliez pas évidemment jusqu'à la fin de l'année cette très belle exposition au musée de l'érotisme à Paris. On peut dire aujourd'hui qu'Albert Dubout fait encore partie de notre vie, que c'est une œuvre immortelle. Bien oui, absolument. Oui. Et qu'est-ce qui vous fait encore, quand vous regardez un dessin de votre père, vous imaginez l'amour qu'il y a mis, le travail qu'il y a apporté. Il y avait que ça qui comptait. Hein. Ça, c'est son fils. Enfin, avec sa femme, ma mère était bohème aussi. Alors ça s'est bien passé. Mais bon, moi, il ne s'occupait pas de moi. Hein. J'avais la table et puis l'après-midi, il me mettait à la porte. Et il fallait qu'il travaille. Il s'enfermait à clé. Il avait un trousseau de clés terrible. Il fermait tout à clé. Et puis voilà. Regardez ce portrait, autoportrait. Il vivait que pour son œuvre. Hein. Regardez cet autoportrait, donc à la peinture d'Albert Dubout, vu par lui-même. On y voit évidemment la manière dont il se voyait. Voilà, c'est sur l'écran ici. La manière dont il se peignait lui-même. Oui, mais ça, il a été malade et il a refait. C'est quand il était malade. Ouais. Mais quelque temps avant d'être malade, il l'a fait. Merci. Merci infiniment, Jean Dubout, d'être venu sur ce plateau pour nous parler d'Albert Dubout, qui nous touche encore. Et on dirait, ceux qui ne le connaissent pas, il faut absolument découvrir cette œuvre formidable, contemporaine, revigorante comme ça. Justement, c'est une occasion avec le site de voir un petit peu que Dubout a fait énormément de choses différentes. Il avait une palette très forte. Tout ce qui touche au dessin, il l'a fait, hein, aussi bien dessin humoristique, peinture, tout. Et il m'a dit quelque temps avant, il m'a dit on me prend pour un rigolo, mais on s'apercevra que je faisais du sérieux. Merci infiniment, Jean Dubout. Merci.